Taxi FM. Le monde en une radio. Incontestablement, le panafricanisme a connu ses heures héroïques et de gloire dans la dernière phase de la période coloniale de l'Afrique et durant des luttes qui ont été organisées à partir des années 1960 contre la ségrégation raciale aux États-Unis notamment. Durant toutes ces époques, le sentiment de fraternité et de solidarité entre les Noirs de l'Afrique et de la diaspora a été très fort et exaltant. L'Afrique aux Africains, c'était un beau et noble slogan de lutte du panafricanisme. C'est quand à 60 ans après l'absence persistante de démocratie, la misère généralisée dont sont victimes de nombreux Africains sans couverture sociale minimale, la dépendance économique et culturelle de l'Afrique à l'égard de l'Occident en général, la fascination exercée sur de nombreux jeunes Africains par l'Europe et les États-Unis, tout cela mène à dire que ce slogan est loin d'être en phase avec la réalité. Projet politique du panafricanisme face aux nouveaux défis de l'émergence africaine. Vous connaissez la formule. Nous posons les termes d'un débat qui se veut ancré sur le continent et discuté par les principaux concernés, c'est-à-dire les Africains de la diaspora, sans exclusive sur l'origine de tous ceux qui ont en commun d'avoir à cœur l'avenir de l'Afrique. Vous êtes sur Taxi FM. Bienvenue dans l'émergence. 93.1 Taxi FM. Le projet politique du panafricanisme face aux nouveaux défis de l'émergence africaine, on va quand même se focaliser sur un cadre d'analyse de ce panafricanisme. Et justement, nous avons un panafricaniste avec nous qui n'est plus à présenter, Monsieur Guy Aninefa. Bonne arrivée, bonsoir. Monsieur Flamsassi, bonsoir, bonsoir les auditeurs, les auditrices. Heureux de vous retrouver pour ce qui nous est très cher, le panafricanisme. Merci d'être toujours disposé, disponible pour éclairer la voie qui mène justement vers l'émergence du continent. On parle des projets politiques de ce panafricanisme-là face aux nouveaux défis de l'émergence africaine. Mais en même temps, on va partir de la généralité. Et quand on parle de panafricanisme, on ne va pas en faire toute la genèse. Mais que peut-on retenir déjà du panafricanisme, mais je veux déjà rebondir sur votre introduction où il a été question de projets politiques, de projets économiques, de projets culturels. Vous connaissez ma position. Et par rapport à cela, je définirai un peu le panafricanisme ainsi, c'est-à-dire c'est de sortir des prêts-à-penser qui nous sont imposés subtilement et qui nous perdent, qui nous distraient de l'essentiel. Et je pense, et je l'ai dit ici sur ce plateau, que la véritable problématique, c'est une problématique stratégique. Parce que il n'y a pas de puissance sans puissance militaire. Et nous avons été défaits parce que nous n'avions pas les armes pour combattre. Nous n'avons aucun problème, nous avons tout simplement un problème de pillage, un problème de domination, un problème d'asservissement. Et pour se libérer, c'est tout simplement qu'il faudrait que nous soyons forts. Allons chercher les moyens de la force et nous aurons réglé tous nos problèmes parce que nous n'avons aucun problème, sinon celui d'être faible. Nous n'avions aucun problème peut-être, sinon nous avons maintenant des problèmes. Le temps certainement de faire un bref aperçu, si vous voulez, de l'histoire quand même du panafricanisme, comment tout cela est né de façon assez résumée, on va dire. Oui, de façon résumée, je crois que vous l'aviez déjà annoncé, il faut que nous ayons un cadre d'analyse assez simple, mais en même temps qui soit pédagogique, qui ne soit pas trop élevé. Ok. Et donc, ce cadre de l'analyse, il sera ainsi. Je dirais qu'il y a ce que j'appellerais le panafricanisme primaire, instinctif, objectif. C'est-à-dire que l'on n'a pas choisi. Ou on est obligé d'être panafricain. Ou bien on vous oblige d'être panafricain. Savoir, tout mélanoderme qui sort de sa sphère culturelle se retrouve rejeté. Vos frères qui ont fait l'Asie, nos frères qui ont fait l'Europe, nos frères qui ont fait tous les continents où vous rencontrez des leucodermes, alors que lorsqu'ils sont dans la sphère mélanoderme, ils n'ont aucun problème. Dès que nous nous retrouvons dans la sphère leucoderme, nous avons des problèmes. Nous sommes rejetés. Nous sommes traités moins que des animaux. Alors il y a tout de suite
une question qui vous vient à l'esprit. Et quand vous parlez de mélanoderme, leucoderme, tout cela, ça suppose quoi? Déjà, quand vous dites leucoderme, j'ai envie de comprendre quand on dit leukos, c'est-à-dire les blancs en grec. Ceux qui ont la peau claire. Voilà. Tout simplement. Là, il faut quand même que et puis c'est pas que les Africains. Oui. C'est pas que les Africains. Parce que il y a des gens qui ont la peau sombre qui sont sur les 4 continents parce que, comme vous le savez, l'homme est parti de l'Afrique. Et c'est une sorte de, de mutation génétique climatique qui a mené les peaux à s'éclaircir. Mais on a l'impression que dès que la peau s'éclaircit, eh ben, on se croit différent de son origine et il y a une sorte de complexe qui fait que on veut tout de suite opprimer le mélanoderme, c'est-à-dire sa racine. C'est curieux de rejeter sa racine. Parce que l'entièreté de l'humanité est mélanoderme. Et ça me permet aussi d'ouvrir une parenthèse un peu historique quand on parle de kémites, des kamites, on parle des noirs qui ont l'esprit élevé. Donc on fait la différence entre kémites et noirs, c'est-à-dire que tous les kémites sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas kémites. Et ça rentre un peu aussi dans cette vision panafricaniste là? En fait, le panafricanisme intégrateur, il n'est pas ségrégationniste. Voilà. Dans la donne humaine, comme je crois que scientifiquement c'est démontré que tous les hommes, il n'y a qu'une seule race. Exactement. La race humaine. Il n'y a pas plusieurs races. Maintenant, le reste, c'est une question d'enveloppe. Et donc, d'où l'une des dimensions très importantes du panafricanisme qui est la culture. Et là, je me plairais à citer un épistémologue, en même temps pédagogue, Gaston Bachelard, qui est, disons, un leucoderme, mais quand même, il a de bonnes pensées. Tout simplement, qui est un blanc. Qui est un blanc. Et qui dit, tout simplement, les hommes naissent égaux. Mais c'est l'éducation qui fait la différence. Et c'est pour cela que, dans le panafricanisme, la dimension éducation, la dimension formation est fondamentale. Éducation, formation, culture, c'est fondamental. Et c'est pas en vain. Et cela, c'est de notoriété internationale. C'est une évidence qui crève l'œil que l'Afrique est un continent de culture. La culture y est abondante. Voilà, c'est ça. Et c'est la culture qui fait l'homme. Et là où il y a abondance de culture, naturellement, il y a abondance d'humanité. Et une acculturation qui est en train de dénaturer tout un continent en perte de son identité ou de sa dignité. Il y a tellement de commentaires là-dessus, on va y forcément revenir. Et quand on parle de panafricanisme, on sait que les objectifs, c'est aussi l'unité, la solidarité de l'Afrique, la restauration de la personnalité de l'homme noir et de la construction d'une économie florissante commune à toute l'Afrique. Voilà, tout cela, c'est loin d'être atteint, c'est le moins qu'on puisse dire. Et déjà, quand on parle de restauration de la personnalité noire, il y a problème, ça veut dire que c'est une sorte de revendication, le panafricanisme. Non, pas revendication, parce que là, revendiquer quoi? C'est une question de prise de conscience, tout simplement. On n'a rien à revendiquer. On a à se dire tout simplement que, écoutez, ressaisissons-nous, nous sommes ceci et nous l'assumons, tout simplement. N'est-ce pas aussi la revendication de nos droits, parce qu'entre-temps, déportés pour être esclaves dans les plantations aux Amériques? Bon, oui, ça fait partie de l'histoire, certes, ceux qui sont dans cette situation. Mais en tant qu'espace humain, à la limite, ce que nous devrions revendiquer, c'est notre droit d'aînesse. Ce que nous devrions revendiquer, c'est tout ce qui nous a été usurpé. Ce que nous devons revendiquer, c'est tout simplement la vérité. Et que cesse le mensonge, parce que c'est pour le bien de toute l'humanité. Et c'est là que le panafricanisme, dans un certain sens, contrairement à une certaine vision, parce que lorsqu'on parle de panafricanisme, ce n'est pas le monolithisme. Panafricanisme serait décliné plutôt avec un S pluriel. Quelle est l'approche panafricaniste de tel ou tel? Donc il y a plusieurs courants de pensée. Exactement. On y reviendra parce que d'aucuns même pensent que voilà, cette diversité, cette pluralité idéologique du panafricanisme sèmerait en tout cas une sorte de confusion là-dessus. Mais en même temps, quand je vous demandais si, et ce n'est vraiment pas une sorte de revendication, il faut quand même préciser que le panafricanisme n'est justement pas né sur le continent africain. Absolument. Parce que là où le besoin, ce que j'avais appelé tantôt, lorsque nous étions pas en train de parler du cadre d'analyse,
j'avais parlé du panafricanisme primaire, où le fait de subir un rejet du simple fait d'avoir une peau sombre, quelle que soit sa source, son origine, quelle que soit sa valeur déjà, fait que le panafricanisme s'impose à vous. C'est pas le panafricanisme, à la limite, aurait été inventé par justement ceux qui ne sont pas dans la sphère panafricaniste, parce que c'est la ségrégation qui fait le panafricanisme, objectif primaire. Vous comprenez? Alors, parce que, a priori, comme vous pouvez le constater, quand les peaux claires viennent en Afrique ou bien sont parmi, est-ce qu'il y a un distinguo? Est-ce qu'il y a un rejet? Non. Donc, eux ne peuvent pas sentir cela. Donc, le panafricanisme a été créé par justement ceux qui ne sont pas dans la sphère de ceux qui sont concernés par le panafricanisme. Ils l'ont imposé. Ça, c'est ce que j'appelle le panafricanisme primaire qui s'impose à vous. Maintenant, il y a le panafricanisme secondaire. Et ce panafricanisme secondaire, c'est maintenant, face à cette situation, les différentes initiatives qui sont prises pour, n'est-ce pas, ne pas subir ce panafricanisme, pour ne pas être, à la limite, disons, perdre sa valeur, pour ne pas que l'on vous dénie votre humanité. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le panafricanisme secondaire, et ce sont, disons, des actes, des réactions, qu'elles soient organisées ou bien individuelles, mais ce n'est pas encore synthétisé, ce n'est pas idéologique. Donc le panafricanisme secondaire, c'est beaucoup plus le panafricanisme des actes, de révolte, de libération. Donc ça, à travers l'histoire, on peut le voir. Et ce panafricanisme primaire qui est né en tout cas de la contestation de, j'ai envie de dire, de cette revendication en griffe, puisque c'est né à la diaspora avec le premier congrès déjà en 1960, la première conférence du panafricanisme qui a été en 1900. Voilà, c'était en juillet 1900, avant même le premier congrès qui a eu lieu en 1919. Déjà, après il y a quand même l'association des panafricanistes comme Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta. Déjà, eux, ils sont sur le continent. Comment est-ce qu'il y a eu quand même cette liaison, ce contact avec ceux qui sont ici et ceux de la diaspora? Tout à fait. Je dirais que justement dans la précision de ce cadre d'analyse, donc j'ai parlé du panafricanisme primaire, qui à la limite est imposé, le panafricanisme secondaire qui sont les actes pour trouver des solutions à ce rejet. Et maintenant, le panafricanisme dont vous parlez avec, n'est-ce pas, le premier congrès mondial noir, panafricaniste, où ce mois est sorti avec, disons, des personnalités comme Dubois, comme Marcus Garvey, etc., etc. Bon, donc, c'est ce que moi j'appelle le panafricanisme tertiaire, c'est-à-dire face à tous ces actes, toutes ces situations. Voilà, comment organiser, y mettre de l'intelligence, de la stratégie, etc. Oui, ça ne pouvait partir que des États-Unis, ça ne pouvait partir que des Caraïbes, c'est-à-dire de l'Ouest. Ok? Pourquoi? Parce que ceux qui subissaient vraiment les rigueurs du rejet, les rigueurs de la discrimination, les rigueurs du racisme, mais ce sont les déportés. Donc là, le panafricanisme avait été une question de vie ou de mort. Ceux qui étaient sur le continent n'avaient pas de soucis. Donc ils ont commencé à prendre conscience à partir de la colonisation. Ok? Donc ça, on est dans les années 1800. Mais sachons que l'esclavage qui a déclenché, n'est-ce pas, ce que j'appelle le panafricanisme primaire, le fait même que on emmène des gens se suicident tout simplement, il dit non, ces conditions, il vaut mieux. On amenait des esclaves, dès qu'ils ont l'occasion, ils se jettent à la mer. Ils préfèrent bouffer par les requins. Vous comprenez? On se dit en tout cas que la vie qu'on mène quand même n'est pas meilleure que la mort. Peut-être qu'on serait beaucoup plus absolument, avec la mort, parce que les conditions de vie n'étaient pas, pour certains, supportables. Il valait mieux mourir.
Puis il y a eu plus ou moins un long processus, parce qu'il y en a eu quand même 5 congrès panafricains. Le premier congrès, c'était en 1919, on en parlait. Et puis un deuxième congrès aussi, c'était en 1921. Un congrès qui se tient en plusieurs sessions à Londres, Paris et Bruxelles. On pose toujours le débat. Et là, on peut quand même vous rejoindre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune inquiétude sur le continent, puisque tout se passe à l'extérieur. Exactement. Il faut quand même connaître l'histoire du panafricanisme, parce que quand on parle de panafricanisme, déjà 5 congrès n'ont jamais eu lieu en Afrique. On parle de Bruxelles, de Londres, on dit on est où là, alors qu'on parle des valeurs africaines. Quand même. Vous comprenez. Donc le panafricanisme a commencé à avoir, disons, une signification, une perception pour les Africains, c'est à partir de la colonisation. Lorsque l'esclavage, je peux dire, extérieur est devenu un esclavage intérieur. Lorsque on est venu pour agresser les Noirs sur leur continent, prendre leur richesse, les faire diriger par... Alors là, c'est à partir de ce moment, là nous sommes dans les années 1900, le congrès de Berlin c'est 1884. Donc, or, la traite négrière avait tout commencé à la limite au 15e siècle, donc les années 1400. Donc, entre le 15e siècle et le 19e siècle, ça fait combien? Ça fait quand même 5 siècles. Un demi-millénaire où là-bas, ceux de la diaspora déjà étaient en lutte, subissaient les affres. Donc, il faut se situer dans le temps historique. Vous comprenez? Et lorsque, justement, à la limite, les choses, vous savez, l'histoire ne dit pas tout. Il y a des conjonctures. L'aboutissement des luttes de la diaspora avec les Marcus Garvey, vous avez déjà le Comeback to Africa, le mouvement de retour. Et donc, les leucodermes, enfin, à la limite, moi je dirais, qui sont les puissances. Quand vous parlez de leucodermes, est-ce que vous mettez les élites noires qui sont en griffes blancs dedans? Les leucodermes, est-ce que je mets les élites noires qui sont blanches? Mentalement, oui. À la limite, on pourrait envisager une leucodermie mentale. Absolument. On pourrait envisager une leucodermie mentale. Mais Nkrumah disait quoi? Il dit, moi je n'appelle pas, disons, africain celui qui est né sur le continent, mais celui en qui le continent est né. C'est important. C'est important. Exactement. Parce que être né sur le continent, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a les pieds noirs. Il y a les pieds noirs, mais qui restent blancs. Exactement. Il y a les racistes de l'Afrique du Sud, ils sont nés sur le continent. Mais c'est pas, disons, des Africains. Ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'en même temps, tout à l'heure, on va dire tout de suite déjà que le combat, il est d'abord mental. Absolument. Non, il n'est pas du tout physique. Il n'est pas du tout physique. Il est fondamentalement mental. Et ce qui justifie le fait même que les congrès se passent ailleurs que sur le continent. Puisque le 3e congrès qui est intervenu en 1923, deux années plus tard, parce que quand on voit un peu le décalage, le premier congrès en 1919, le deuxième en 1921, le troisième en 1923, et ce congrès se tient à Londres et à Lisbonne au Portugal, mais qui n'a pas eu quand même beaucoup d'écho. Vous aviez parlé, le dernier congrès, c'était en quelle année? Le dernier congrès, c'était en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et c'était à Manchester. Mais c'est normal. Est-ce que les conditions politiques étaient réunies pour qu'un congrès se tienne en Afrique? Non, pas du tout. Parce que c'était la colonisation. Mais à partir de, déjà, c'était en 1945. Nos grands-parents étaient en Europe pour combattre aux côtés des Toubabs. Mais bien sûr, mais vous allez tenir ce congrès en ce moment, en 1945, si ma mémoire est bonne. Quelle entité, quel État africain existait? Haïti, je ne sais pas très bien. Encore qu'ils étaient boycottés. L'Éthiopie, tout au plus. Et puis quoi? Vous comprenez? Donc qui va accueillir? Et je faisais tout de suite la jonction vers les années après le congrès de Londres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, et surtout avec Marcus Garvey qui parlait beaucoup. C'est déjà avec lui qu'il y a eu le slogan Come Back to Africa, mais aussi l'Afrique aux Africains. C'est vrai qu'il y a eu Dubois pour le premier congrès, etc. Mais beaucoup même attribuent quand même à Marcus Garvey, le père du panafricanisme. Tout à fait. Alors donc, les Occidentaux
disons-le ainsi, on commençait à percevoir la menace. Parce que laisser ce continent à ces guerriers, ça, tout est foutu. Alors qu'il y avait la révolution industrielle du 19e siècle, ils sentaient déjà, mais tout ce parcours qu'ils ont fait, c'est un aboutissement. Et c'est justement le manque de planification. Vous voyez comment, depuis cette histoire-là, la racine de tout ce mouvement vient de la bulle de Grégoire V en 1454, donc 15e siècle. Et ils ont mis pratiquement du pape. Ils ont mis pratiquement 5 siècles à l'exécuter. C'était planifié. L'objectif, parce que la bulle disait donner les Africains en esclavage et le continent et ses richesses aux princes d'Europe. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite comme ça. Et ils ont décliné ça sur 5 siècles. Et maintenant, lorsqu'il y a un aboutissement, voilà des esclaves libérés qui disent non, on revient prendre autre chose. Mais donc, faire tout ce parcours-là, 5 siècles pour que d'autres viennent, disent maintenant, mettre, comme on dit au Togo, mettre du sable dans leur gari. Il n'est pas question. Il n'est pas question. On se rappelle en 1984 où ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Absolument. Et on parlait quand même du 5e congrès panafricain. Mais il y en a eu le 4e, on ne va pas brûler les étapes, qui n'a pas fait en fait grand écho par rapport au 5e. Et ce 4e congrès s'est tenu à New York. Oui. Et c'est normal. Déjà que c'était même le départ, en tout cas, du panafricanisme au niveau de l'Amérique, avec des esclaves noirs qui travaillaient dans les plantations, voilà, des locaux. Et donc, ça a créé cela. Mais ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui par rapport à tous ces congrès, quelle en est la résultante finalement? Quel a été l'impact de ces congrès-là sur la libération des peuples africains? Bon, en fait de libération, on peut dire que le bilan mitigé, savoir quand même aujourd'hui le racisme sur le plan des valeurs humaines a une mauvaise perception, quoi qu'on dise, c'est le fruit de ces combats. Je pourrais dire des drames humains comme l'esclavage. Partout dans le monde, la communauté internationale ne l'accepte plus. Le racisme, l'esclavage. Vous comprenez? Le droit à l'autodétermination des peuples, une fois de plus. Donc je pense que au travers du combat du panafricanisme, il y a eu des valeurs universelles qui étaient juste proclamées, mais aujourd'hui sont universelles et unanimement acceptées. Donc je peux dire, nous avons, c'est vrai, des États conquis sont toujours dominés, mais quand même, disons, tout ce qui est ce que je peux appeler humiliation flagrante, déni évident, tout cela aujourd'hui quand même c'est estompé. Si même dans le fond et sournoisement des réseaux d'oligarques continuent à, n'est-ce pas, tirer les marrons du feu, continuent à imposer leur dictat, mais tout ça là, ça se fait sous des, disons, couverts, etc. C'est vrai que tu l'avais dit, il y a eu quand même des avancées notables, mais en même temps aussi, c'est vrai qu'avec l'histoire de Rosa Parks au niveau de la ségrégation raciale au niveau des États-Unis qui a combattu ce combat-là, cette noire américaine là aujourd'hui, on a vu qu'en 2008, déjà partir en 2008 avec Barack Obama, premier noir président américain, il y avait quand même des conséquences. En même temps aussi, là où le bas blesse, on a en tout cas cette façon de la police américaine aussi à toujours voilà, à ne pas rater la communauté noire, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a quand même des bribes qui restent toujours. Non, absolument. Il y a des bribes qui restent et comme on le dit, quand le soleil se lève à l'est, il n'est pas midi tout de suite. Et il ne se couche pas tout de suite. Je vous ai dit tout de suite, à l'intention des auditeurs, que c'est depuis le 15e siècle que cette affaire a été pensée pour avoir son aboutissement au 19e siècle. Donc, c'est-à-dire un demi-millénaire pratiquement.
Donc on diront que l'Afrique n'est que dans une dynamique divine, naturelle, et que non, on n'est pas. Vous rejetez cela en bloc. L'Afrique n'est pas en retard. Retard par rapport à quoi? À quoi? Absolument. Vous le dites. Okay. Et parlant aussi d'impact, il faut relever parce que beaucoup s'accordent à dire que le 5e congrès panafricain qui s'est tenu à Manchester, faut-il rappeler, puisque nous le disions entre-temps au nord-ouest de l'Angleterre en octobre, pour être plus précis, en 1941, ce congrès est généralement considéré comme le plus important de tous, organisé par le très influent panafricaniste George Padmore, originaire de Trinidad, on le connaît bien, avec le leader indépendantiste ghanéen Kwame Nkrumah. Et donc il avait obtenu la participation de plusieurs chercheurs et intellectuels noirs. Et beaucoup disent aussi que ce congrès panafricain, ce 5e donc, a fait avancer le panafricanisme et qui a quand même amené à assumer la décolonisation politique de tout le continent. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a quand même permis à cette indépendance-là? Et je serais très prudent de mettre le mot indépendance entre guillemets. On peut dire, au moins on a quand même obtenu formellement des États. Vous disiez qu'en 1945, il n'y avait pas d'État africain à proprement parler. Tout à fait. Bon, je dis toujours par rapport à, disons, des problématiques pareilles, il y a toujours, c'est comme l'ordinateur, hein, il y a toujours le soft et puis il y a le hard. C'est-à-dire, il y a les idées, il y a la culture, il y a, disons, les actes des hommes, les politiques, etc. Mais tant que les conditions physiques ne sont pas réunies, eh bien, ça reste là. Vous comprenez? Bon, notamment, on ne pourrait pas dénier à l'obtention des indépendances la contribution, par exemple, des 2 conflits mondiaux. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Lorsque l'Europe se trouve en difficulté dans ses propres conflits et doit se faire libérer par des Noirs que vous traitez d'esclaves, et que ces Noirs viennent se mettre dans vos rangs, et que ces Noirs tiennent le fusil, ça c'est du concret, c'est du physique, et butent des Blancs, se retrouvent plus courageux que ceux qui se disent Blancs. Bien sûr, ils ont un pécule, et qu'ils voient en Europe des Blancs qui mendient, des Blanches qui... Je ne vais pas plus loin. À partir de ce qui leur était tabou, ils le broient, ils le voient. Vous pensez que quand ils vont revenir, les choses peuvent être les mêmes? C'est pas possible. Donc la Première Guerre mondiale a été un premier choc qui, n'est-ce pas, a déshabillé pratiquement le blanc. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était plus possible. Vous comprenez? Mais même ces 2 événements majeurs et physiques, c'est ce que moi j'appelle les conditions physiques, si les conditions intellectuelles, les conditions culturelles n'étaient pas réalisées, les indépendances ne viendraient pas. Donc nous ne pourrions pas rejeter non plus la contribution de ce congrès et de toutes les pensées qui ont été injectées et semées. Parce que les congrès, ce n'est que des aboutissements. Ok? Mais aussi, je peux dire, les conditions physiques. Et cela explique aussi, pour ceux qui seraient éventuellement pessimistes, je dirais, le fait que le panafricanisme, malgré qu'on en parle, vous avez parlé, mettons les dates à 1900, nous sommes après un siècle, les gens commencent à se lasser et se posent des questions de savoir est-ce que cette affaire-là même, ça va finalement prendre. C'est qu'ils oublient les conditions physiques. S'il vous plaît, je ne sais pas si mes stats sont bonnes, mais je sais que dans les années 1900, quel était le poids démographique de l'Afrique? En tout cas, prenons le cas du Togo. Nous faisions à peine 1 million. Maintenant, nous sommes à 6 millions, 6 fois plus. C'est vrai qu'il y a un boom démographique. Ok, donc ça veut dire que si je prends le Togo un peu comme un référentiel, parce que nous sommes dans le même cheminement, c'est à peu près la même chose. Donc aujourd'hui, l'Afrique fait 1,2 milliard. Il faut diviser par 6. Et en 2100, on atteindra les 2 milliards selon les stats. Donc il faut diviser par 6. Ça veut dire que si maintenant l'Afrique est à 1,2 milliard, si on divise par 6, ça veut dire que l'Afrique était à 200 millions. Mais 200 millions, ça représente quoi? Ça quel poids? Mais aujourd'hui, nous sommes à 1,2 milliard. Et en l'an 2100, nous ferons plus de 40% de la population mondiale. C'est vrai que ce débat de la capitalisation du dividende démographique se pose toujours parce qu'on dit que
c'est une opportunité, c'est une chance pour l'Afrique, mais en même temps, pour le moment, on ne voit pas trop, en tout cas, cette capitalisation, justement, avec une population majoritairement jeune, Oui. estimée à 65%. Oui. Mais pour le moment, ça reste toujours à capitaliser. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur Taxi FM dans l'émission Émergence, Guy Aninefa, panafricaniste. Et notre invité, justement, nous parlons des projets politiques du panafricanisme face aux nouveaux défis de l'émergence africaine. Et nous nous focalisons justement sur le cadre d'analyse du panafricanisme, c'est-à-dire la vision et le projet. Alors, Guy Aninefa, on parle d'une diversité idéologique du panafricanisme, ce qui impliquerait une sorte de confusion. Est-ce que quel commentaire en faites-vous? Oui, absolument. Disons, si on doit avoir une lecture synthétique du panafricanisme, je peux dire que moi, l'analyse que je fais et les différents cadres dans lesquels je les mets, je parlerai d'un panafricanisme d'abord politique, idéologique, pour ne pas dire utopiste, avec pour chef de file Kwame Nkrumah, parce que ça ne s'est jamais fait. OK? Et puis, un panafricanisme... Pourquoi utopiste quand vous dites que ça ne s'est jamais fait? Un petit rappel, c'est vrai que beaucoup ont critiqué en disant que Kwame Nkrumah n'a pas tenu compte de l'inégalité du continent, etc. Un peu comme si l'Afrique était un tout, alors que les réalités diffèrent d'un point à un autre, d'un pays à un autre, et donc c'est beaucoup plus de la chimère et tout. Est-ce que c'est pour cela que vous dites que c'est... Oui, parce que vous comprenez, à la limite, la vision panafricaine de Kwame Nkrumah, si je veux être, disons, radical extrémiste, c'est une trahison du panafricanisme. Parce que le panafricanisme, dans ses sources, nous l'avions dit, c'est là j'ai parlé du cadre primaire, c'est le rejet, n'est-ce pas, des mélanodermes. Donc, il est communautaire, il n'est pas continental. C'est une communauté qui est agressée, qui est rejetée. Et vous connaissez l'histoire de la traite des Noirs. Qui sont ceux qui ont commencé la traite des Noirs? Ce n'est pas les leucodermes, ce n'est pas les Occidentaux. Vous connaissez la traite transsaharienne. Donc, ceux-ci, tout simplement, ils ont doublé des intermédiaires, parce que c'est eux avant qui, n'est-ce pas, achetaient les Noirs pour les vendre aux Occidentaux, éventuellement. Et donc, quand ils ont réussi, avec la machine à vapeur, à avoir des bateaux qui pouvaient facilement les amener en Afrique, ils disent, mais pourquoi ne pas nous-mêmes venir chercher, disons, la marchandise, le bois d'Éden. Bon, et à partir de ce moment, qu'est-ce que nous avons en commun? Est-ce que nous subissons les mêmes réalités, je peux dire, de racisme? Le phénomène du racisme, il est partout. Et regardez un peu il y a les derniers développements, la traite en Libye, qui a fait la une. Bon, qu'est-ce que nous avons? Parce que c'est de là qu'est parti ce que j'appelle le panafricanisme primaire, le rejet, le fait de dénier l'humanité à ceux qui sont justement pères de l'humanité. C'est là la crise qui a provoqué le panafricanisme. Donc pour vous, donc c'est le panafricanisme prendrait en compte que les Noirs. C'est son socle. Pas que je le considère, il en est ainsi. C'est ça les racines du panafricanisme. Alors lorsque on vient parler d'un panafricanisme continental et on veut mélanger tout le monde, qui impliquerait l'Afrique du Nord, c'est de la salade, les Arabes, c'est de l'amalgame. Ce n'est pas comme ça en tout cas que les pères fondateurs l'ont envisagé. Et pour les pères fondateurs, il n'y avait pas de danger aussi de rejet quelque part? Non, c'est pas une question de rejet. Nous avons un problème. Nous sentons la chose dans notre chair. On s'organise d'abord. Et ensuite, si d'autres veulent venir, ils savent que voilà ce que nous avons posé et ils s'en accordent. Mais il ne s'agit pas, alors que nous avons un problème. Et que certains même sont la source de ce problème. Venir les mettre, c'est comme si vous êtes victime d'un vol et vous voulez mettre le voleur dans les stratégies
pour combattre le vol dont vous êtes l'objet, mais je ne sais pas quelle est cette stratégie. Donc c'est pour cela que je dis c'est de la mégalomanie, c'est de l'utopisme, bref, c'est tout simplement de la rêverie, le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Et je l'affirme et je l'assume. Et il y en a d'autres aussi, panafricanistes sur le continent. Il y en a eu beaucoup. Au-delà de Kwame Nkrumah, on a les Jomo Kenyatta, même si... Il y a un grand panafricanisme, justement, et le panafricanisme, le vrai panafricaniste, il est discret. À mon sens, Sylvanus Olympio est un grand panafricaniste, mais discret. Et le panafricanisme dans lequel, qui était sa vision, c'est celui-là qui est en cours. Mais bien sûr, parce que celui qui le pensait n'est pas présent, il est évident que ce panafricanisme, bien que mis en opération, bat de l'aile parce qu'il n'y a plus de vision. Vous comprenez? Une vision, elle est vivante. Celui même qui la porte généralement n'en est pas totalement conscient. C'est au fur et à mesure parce qu'il est un peu comme un prophète. Et cette vision, il n'en est pas, je peux dire un peu, le porteur. Je suis croyant comme tout panafricain. Je suis messianique. Et s'il ne portait pas sa vision, qu'il apporterait une vision sans action, c'est voué à l'échec. Non, ce que je suis en train de dire, comme le père ou le porteur de cette vision, de ce panafricanisme qui est en train d'être mis en œuvre, a été, disons, est disparu très tôt. Donc on voit que c'est une vision qui est mise en œuvre, mais qui n'a plus d'esprit. Il faut du temps. Et je pense que ce temps est venu. Vous voyez, partout, il y a une profusion d'initiatives, des jeunes qui parlent de panafricanisme. Vous voyez un peu, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y en a tellement. Donc, le temps est venu. Beaucoup d'amalgame aussi, quelque part, peut-être. Non, c'est une effervescence. Quelque part, il y a un dénominateur commun qui est évident. Oui. C'est-à-dire que la revendication de la liberté, la revalorisation de la culture africaine, etc. À mon sens, c'est qu'il y a une conjoncture toujours. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que nous sommes au bout du rouleau avec l'utopie des indépendances. Et on se rend compte qu'il faut absolument des indépendances qui ont eu une prolongation avec l'effervescence démocratique, je pèse bien mes mots, démocratique. Et donc tout ça là... Et la racine de ce mot, c'est démon. Démon. Donc tout cela, cette distraction, cette récréation, et notamment aussi, il y a pas mal de choses. Disons, la multipolarisation du monde, disons, le déclin des valeurs en Occident, autant de choses. Et l'émergence de l'Est, notamment, autant de choses qui, croisées, produit un effet qui est celui de dire que non, effectivement, une remise en cause spontanée. Mais tout cela, il faut aujourd'hui... C'est ce qu'on observe. Et vous avez relevé quelque chose quand vous parliez de Sylvanus Olympio, qui est pour vous panafricaniste, on va dire, idéal, en griffe, qui a réaliste. Et réaliste surtout, qui a suivi quand même la vision des pères fondateurs. Vous avez évoqué, on va dire, sa courte vie. Et après lui, il y a eu des gens comme Patrice Emery Lumumba, il y a eu des gens comme Thomas Sankara. Est-ce que finalement, être un vrai panafricaniste, c'est un danger sur le continent? Est-ce que c'est un danger? C'est une fois de plus, je dis toujours qu'il faut que les conditions physiques soient réunies. Il faut aussi que, au plan du paradigme, c'est-à-dire de la vision, il y ait une bonne lecture des forces en présence. Et aussi, je dirais quelque part aussi, une bonne lecture du parcours historique pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Donc jusqu'à présent, je pense, mon analyse c'est que peut-être on va trop vite en besogne. Là, je vais faire un flashback historique avec un mouvement qui, à la limite, est cousin. Pour ne pas dire, oui, cousin, je le dirais un peu au panafricanisme qui est le sionisme. Ok. Le racisme, il est pair, il est dual. Il y a le racisme contre les nègres et le racisme contre les juifs. Il y a sale nègre, il y a sale juif. D'accord? Mais s'il vous plaît, le mouvement sioniste, dans ses racines, commencerait avec la destruction
du temple de Jérusalem par les armées de l'empereur Titus. Et ça remonte, s'il vous plaît, au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, 1er siècle. Et cette vision de retour, encore qu'il faut voir, est-ce que ça c'est vraiment, parce qu'aujourd'hui la problématique de la judaïté est là, qui sont les véritables juifs. C'est une problématique majeure aujourd'hui, parce que il semble que des populations, le Kodem Khazar, comme on le dit, qui étaient quelque part, se sont judaïsés, ont récupéré le concept à l'avantage de l'Occident. Et donc ceux qui aujourd'hui se revendiquent juifs, point d'interrogation. Mais si on exclut ce débat, si on met de côté ce débat, si on part du 1er siècle, cette vision s'est réalisée en 1900. Donc s'il vous plaît, ça fait 18 siècles. Nous n'en sommes qu'un siècle de combat pour le retour vers nos sources. Le comeback to home, our home. Ok? Eux, ils en ont mis combien? 18, s'il vous plaît. Même s'il y a encore un point d'interrogation sur les vrais propriétaires du mouvement. Et vous réaffirmez 18 par là que l'Afrique n'est pas en retard. On parle du panafricanisme, justement. Aujourd'hui, il est question de la relève, de la prise de conscience d'une génération qui doit prendre sa destinée en main. On parle de la jeunesse africaine. Est-ce que vous, honnêtement, vous ressentez quelque part aussi l'impact de ce panafricanisme-là au sein de cette jeunesse africaine, ou bien vous allez dire sans ménager vos mots que c'est une jeunesse qui perd ses repères, qui finalement ne se retrouve pas, parce que quelque part aussi, on dit que cette jeunesse n'a pas de repères. Et quelque part, quand on dit ça, c'est que vous et moi sommes indexés. Merci. À qui la faute? Les jeunes ne suivent que les aînés. Donc, la question nous revient. Et cette question qui nous reviendrait serait toute simple. Je crois l'avoir dit déjà dans une émission ici. Je suis quelque part je suis éclectique au plan intellectuel. Je prends du bon des différentes écoles de pensée, et en l'occurrence l'analyse marxiste des faits sociaux qui est une analyse, me semble-t-il, rationnelle, scientifique, dit quelque chose de très important. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur aide sociale, c'est leur aide sociale qui détermine leur conscience. C'est-à-dire, ce sont les cadres qu'on pose. Vous parlez de l'influence de l'environnement. De l'environnement. L'environnement présent, qui n'est qu'une continuation des structures coloniales, n'est pas bon. Il est pourri, il n'est pas opératoire, il est étouffant, il est gangrené, il ne sert à rien. Et donc vous, il faut le débarrasser. Il y a un changement de paradigme qui s'impose. D'abord, un changement de paradigme qui doit entraîner un changement structurel. Ça veut dire tout simplement, ce que nous avons là, comme État, ce n'est pas des États, c'est des prisons. Moi, je les appelle tout simplement des États couillons qu'il faut nettoyer avec de l'acide chlorhydrique. Tout simplement, nettoyer ces choses-là. Déraciner complètement ces appareillages coloniaux qui nous sont restés comme des chevals de Troie. C'est là le véritable débat. Tout le reste, c'est de la distraction et de l'usurpation, de la félonnerie des élites alimentaires, mercenaires, traîtresses, tout simplement. Et je l'affirme, je le réaffirme, et je le dirai partout. Et tous ceux-là qui sont là pour venir tout simplement remplacer, ce sont dans l'alternance, dans les histoires de démocratie, c'est des vendus, tout simplement. Ils nous perdent du temps. Je le dis à la jeunesse, il faut qu'elle se lève debout, un peu comme la jeunesse allemande, pour débarrasser tout cela. Aussi simple que cela. Et ça, c'est la dureté acidulée de panafricanistes, puisque vous parliez d'acide chlorhydrique. Nous, on va parler d'acide de réflexion, parce qu'on est au laboratoire. Notre laboratoire, il est beaucoup plus virtuel, intellectuel que chimique. Oui. Et en même temps, on comprend bien. Et vous avez évoqué cette gouvernementalité du ventre, si je vous comprends un peu, par rapport à la politique de nos États africains. On sait que le problème aujourd'hui aussi, il est politique. Et parlant de panafricanisme, puisqu'on s'achemine comme ça vers la fin de l'émission, on a quand même 5 bonnes minutes encore. Vous parliez entre-temps, c'est pas
sur antenne, hein, mais en off, on discutait, vous parlez de littérature politique, du panafricanisme. Et comment est-ce que nos États aujourd'hui politiquement peuvent s'en inspirer? Oui, là, je crois qu'il ne faut pas, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'on n'est pas prophète chez soi. Par exemple, l'ouvrage de l'ennemi du doyen Edem Koyo et Demain l'Afrique, mais s'il vous plaît, c'est un testament. Ceux qui ne l'ont pas lu, on ne peut pas être panafricain, on ne peut pas sans lire cet ouvrage. C'est un ouvrage savant, c'est un ouvrage de référence. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Il faut aller le lire. Il y en a d'autres, mais ça quand même, c'est marquant. C'est vrai que chapeau. Ce qui est bizarre, vous dites que voilà, vous rejetez tous ceux qui disent qu'on n'est pas maître chez soi, mais le constat est là. Oui. Moi, j'ai quand même la chance de suivre beaucoup d'émissions sur la chaîne internationale où il a été reçu un invité, où le débat a porté uniquement sur ce livre et Demain l'Afrique. Absolument. Mais je me rappelle pas avoir vu une telle émission ici, si ce n'est qu'une chaîne qui avait existé. Tout à fait. Peut-être vous êtes là, avec votre émission. Et je crois que effectivement, au-delà des débats, au-delà des discours, il y a des supports. Et je pense que vous êtes bien placé pour que, si à l'occasion d'une émission, que vous vous focalisiez sur les mots d'expression du panafricanisme, dont la littérature, la culture, la chanson. Mais Gégé Viqué, c'était du panafricanisme. Écoutez ces chansons. Parce que vous savez que le discours africain, c'est un discours aussi beaucoup de là. L'Afrique s'exprime beaucoup. Myriam Bakeba dans ses chansons, c'est le panafricanisme. Vous comprenez comment on appelle les athlètes africains, pas chose américains, qui à Atlanta, je sais pas quoi, levaient le poing. Tout cela, les pelés. Mais l'enveloppé un point. Myriam tout sur la scène qui ne portait pas de chaussures, etc. C'est Maman Africa, c'est la forme de la terre-mère. Exactement. Donc il y a eu tellement de formes d'expression du panafricanisme comme l'Afrique riche que je pense qu'il y a l'obligation de pouvoir faire. Bon, ne parlons pas du monument Cheikh Anta Diop. Donc il y en a tellement. Je crois que la jeunesse a à boire et à manger. Vous avez parlé de Cheikh Anta Diop. J'espère que je vais revoir un truc de lui. Mais en même temps, là vous me touchez, un point sensible. Et quand vous parlez de cette jeunesse, de cette musique, quand vous citez des gens comme exactement, le Nigérian, j'oublie un peu, Femi Kuti, Fela, son père. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit des sonorités de cette jeunesse africaine qui est dans du vacarme, tout est vide avec... non mais franchement, est-ce que ça vous inquiète? Non, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant. Parce que à côté, c'est vrai, tout cela, ce sont des stratégies. Vous savez, les stratégies de manipulation de masse sont en œuvre. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il faut en être conscient et trouver des stratégies de parade. Tout simplement. Vous comprenez? Quand vous voyez un peu, dès qu'il y a un match Barcelone, moi je l'aime, que je ne veux même pas savoir ce qu'il y a comme tournoi en Europe, etc., qui emballe tellement la jeunesse. Tout cela, ce sont des stratégies qui sont pensées, mises en œuvre. Moi, de vous à moi, quand j'ai acheté mon Android au départ, mais chaque fois il y avait des offres, match ceci, match ceci. Mais quand ils voient que je n'y touche pas, tout simplement, je ne vois plus ces annonces, tout simplement parce qu'ils savent que ce monsieur, il n'est pas dans cette... Donc c'est ça. De l'autre côté, il faut se libérer mentalement. Et vous n'êtes pas comme Francis, le technicien, qui lui s'est abonné, instrumentalisé, occidentalisé. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, je crois que nous tirons vers la fin. Chaque communauté culturelle a ses forces et ses faiblesses. Retenons quand même que ceux qui sont en face de nous, de par leur histoire, mais la neige produit quoi, le froid produit quoi, ils ne pouvaient se vivre qu'en se battant. Ce sont des guerriers. Et sur le plan de la stratégie, à la limite, ce sont des génies. Prenons acte et sachons que nous avons affaire à des adversaires redoutables. Nous, chez nous, la nature est généreuse, à tout donner. Donc nous sommes un espace de culture.
Mais ça ne suffit pas. Si vous produisez, je disais à quelqu'un que j'ai un champ, je produis, etc., je suis fort. Mais partout, il y a les rats, il y a les agoutis. Je veux continuer à produire? Non, il faut que je cherche à me protéger. C'est ça le défi de l'Afrique. Une fois de plus, je retombe sur mes pas. Nous n'avons pas de problème économique, nous n'avons pas de problème technologique, ni rien. Si c'est technologique, cherchons à être forts. Nous avons un problème de stratégie. Point. Et pour votre conclusion, qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter dans tout ce que vous venez de dire, dans cette vision noble que vous venez d'étaler ici? Oui, ce que le panafricanisme peut apporter, c'est qu'il y a cet adage qui dit que l'unité fait la force. Le panafricanisme permettra à cette diversité d'être unie. Et nous avons un triptyque. Vérité. Allons chercher la vérité. Soyons unis pour nous libérer. C'est peut-être mon mot de fin. Vérité, unité, diversité, et vous complétez OTEP. Merci Guy Alinefa d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre lumière sur la voie qui mène sur l'émergence, sur la voie de l'émergence du continent. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire que nous enseignerons les Blancs à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Patrice Emery Lumumba, extrait de la dernière lettre à sa femme. À la technique, c'était Francis Daé. À la semaine prochaine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.